Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h17 sur Studio Kalita lors de la revue de la presse ce matin, un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, mais comme je vous le disais, nous avons un peu modifié le cours normal de cette heure d'actualité pour recevoir nos deux invités à la fin de cette heure, sur les deux derniers quarts d'heure de cette heure d'actualité. Nous commencerons cette revue de la presse par le Israël Hayom, le grand quotidien qui se penche sur la visite donc des deux émissaires du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt et Jared Kushner. Ces deux émissaires ont rencontré le Premier ministre à deux reprises durant le week-end. La première vendredi vendredi en début d'après-midi et la seconde hier soir à la sortie du Shabbat. Il faut noter qu'à l'ordre du jour de ces discussions, l'engagement de l'administration Trump en faveur d'un règlement du processus de paix entre Israël et les Palestiniens et les moyens d'alléger la situation humanitaire qui règne actuellement dans la bande de Gaza tout en garantissant la sécurité de l'État d'Israël. On ne sait pas encore si les émissaires américains qui ont passé le Shabbat à Jérusalem, il faut noter qu'il s'agit de deux émissaires qui sont pratiquants, qui respectent le Shabbat, donc ils ont passé le Shabbat à Jérusalem. On ne sait pas si ils ont exposé au Premier ministre tout ou partie du plan de paix américain dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Ceci étant, côté palestinien, on a vivement critiqué au cours des derniers jours la tournée de Kushner et de Greenblatt en insistant sur le fait que ces deux envoyés du président Trump ont contourné l'autorité palestinienne. L'adresse pour parvenir à un règlement du conflit passe uniquement par l'autorité palestinienne et par Ramallah qui est soutenue par le monde arabe, a déclaré Nabil Abouradeni, le porte-parole de l'autorité palestinienne. Une déclaration qui est plutôt surprenante dans la mesure où c'est Mahmoud Abbas, on le sait, qui se refuse systématiquement à rencontrer le moindre représentant de l'administration Trump depuis le 6 décembre dernier, date de l'annonce par le président américain de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le Israël Hayom indique en substance que d'importantes pressions ont été exercées au cours des dernières semaines sur Mahmoud Abbas par différents pays du monde arabe comme la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, afin que le Raïs palestinien cesse de boycotter les États-Unis et accepte de revenir à la table des négociations ou au moins de consulter le plan de paix américain que l'administration Trump est en train de préparer. Mais pour l'instant, donc, Mahmoud Abbas reste ferme et refuse de rencontrer le moindre dirigeant, le moindre responsable américain. Le Israël Hayom révèle également ce matin que Benyamin Netanyahou et le ministre israélien des Transports Israël Katz ont conclu un accord sur l'installation d'un chemin de fer qui partirait de Haïfa et rejoindrait l'Arabie Saoudite, ni plus ni moins, via la Jordanie. Ce chemin de fer permettrait de transporter des tonnes et des tonnes de marchandises du Golfe Persique vers l'Europe et vice-versa. C'est un vaste projet qui a donc été validé par le Premier ministre et par le ministre des Transports, Israël Katz, et qui sous-entend, il faut bien l'avouer, un rapprochement dont on parle beaucoup au cours des derniers mois entre Israël et l'Arabie Saoudite. Tous les quotidiens israéliens annoncent ce matin l'arrivée demain en Israël du prince William et le Israël Hayom présente les choses ainsi. Demain, près de plus de 70 ans après la fin du mandat britannique, le prince William sera le premier membre de la famille royale anglaise à effectuer une visite officielle en Israël dans le cadre d'une tournée régionale qui le conduira aujourd'hui en Jordanie. Les quotidiens soulignent que cette visite a déjà entraîné quelques incidents diplomatiques avant même d'avoir débuté. En effet, l'ambassade britannique avait évoqué la visite du prince, je cite, dans les territoires palestiniens occupés à Jérusalem. On s'est ouvertement plaint de cette formulation et les Anglais ont donc rectifié et expliqué que le prince se rendra en Jordanie, en Israël et au sein de l'autorité palestinienne. Oui, le prince William rencontrera Benyamin Netanyahou et le président de l'État Reuven Rivlin et il se recueillera à la fin de son séjour, c'est-à-dire jeudi, après avoir rencontré des responsables palestiniens, sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice de Grèce, qui a obtenu le titre de juste des nations et qui est enterrée à Jérusalem. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette visite dans le courant de cette semaine. Les quotidiens israéliens parlent ce matin des élections en Turquie et tous indiquent que ce scrutin sera déterminant pour l'avenir du président Tayyip Erdogan et l'avenir, on va le dire, de la Turquie. Selon les sondages, c'est Tayyip Erdogan qui devrait l'emporter pour la présidence, mais il pourrait y avoir un second tour. Cela signifie donc que le président turc pourrait ne pas obtenir les 50% de suffrages nécessaires pour passer au premier tour. Ce seront également, comme je vous le disais tout à l'heure, des élections législatives. Il n'est
pas impossible que le parti de Tayyip Erdogan, le parti de la justice et du développement, perde la majorité qu'il détient actuellement au Parlement. Ce sont près de 60 millions de Turcs qui sont appelés à voter. Et à cette occasion, Eldad Beck, qui est le spécialiste, on va dire, de l'Europe pour le Israël Hayom, explique parfaitement les enjeux de ce scrutin. Il nous indique que c'est probablement la dernière occasion pour les Turcs d'empêcher que leur pays ne devienne une véritable dictature. Pour Eldad Beck, en 15 ans, Tayyip Erdogan est devenu un véritable mégalomane antisémite qui a éliminé tous ses opposants et a provoqué une crise économique sans précédent en Turquie. Parallèlement, Erdogan a réussi à se fâcher avec tous ses partenaires et en tout cas tous les voisins de son pays. Et s'il est encore au pouvoir, c'est d'abord parce qu'il a des capacités politiques indéniables, mais aussi parce qu'il profite de la faiblesse de l'actuelle opposition turque. Nous reviendrons donc vers 8h30 avec Emmanuel Attias sur les enjeux de ce scrutin important donc aujourd'hui en Turquie. Le Yediot Aharonot ce matin revient sur les chefs d'accusation portés contre Sarah Netanyahou jeudi dernier par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, et le quotidien fait état de brèches dans ce front commun entre Sarah Netanyahou et Ezra Saidov. Saidov qui est, je vous le rappelle, le sous-directeur adjoint de la présidence du Conseil, qui est donc chargé de tout ce qui se passe à la résidence du Premier ministre. Jusqu'à présent, Saidov semblait couvrir l'épouse du Premier ministre. Eh bien, il s'en démarque apparemment désormais. Il affirme que Sarah Netanyahou l'a dupé dans l'une des affaires liées à la résidence du Premier ministre. Sarah Netanyahou a réagi en démentant formellement. Ceci étant, les avocats de Sarah Netanyahou ont révélé durant le week-end que les cuisinières mises au service du Premier ministre et de son épouse rue Balfour à Jérusalem n'étaient pas au niveau. Et pour le prouver, les avocats ont publié une lettre écrite par l'une de ces cuisinières qui s'excuse platement auprès de l'épouse du Premier ministre parce qu'elle lui a servi un soir des lasagnes dans lesquelles on a retrouvé des bris de verre. Je dois vous avouer que c'est tout à fait fastidieux de parler de ce genre de sujet. Il faudra voir ce qu'il adviendra donc de ces chefs d'accusation portés contre Sarah Netanyahou, si on ira jusqu'à un procès, ou bien si un compromis sera trouvé entre les avocats de la défense et la partie civile pour tenter de régler ce problème sans que l'on aille devant un tribunal. Le Yediot Aharonot lui mentionne en première page ce matin la première femme candidate à la mairie de Jérusalem. Elle s'appelle Rachel Azaria. Elle est députée actuellement du parti Kulanu, le parti de Moshe Kahlon. Azaria était déjà adjointe au maire de Jérusalem et elle essaiera donc de devenir la première femme à être maire de la capitale. Ses chances, il faut bien l'avouer, sont relativement minces. On voit mal en effet les partis orthodoxes qui sont très puissants, c'est à Jérusalem, voter en faveur d'une femme. Et en marge, le Yediot Aharonot souligne qu'à Beth Shemesh, également une femme se présente. Il s'agit du docteur Aliza Bloch. Elle est elle-même orthodoxe et veut devenir donc maire de cette grande ville qui est aujourd'hui une ville en majorité peuplée de gens religieux et orthodoxe. Là aussi, sa tâche ne sera pas particulièrement aisée. Le Haaretz, lui, souligne, et ce sera le dernier titre de la revue de la presse de ce matin, que c'est ce matin qu'Yitzhak Herzog sera désigné ou élu, si l'on peut dire, comme président de l'agence juive et succédera ainsi à ce poste à Nathan Sharansky. Le journal écrit que dans le bras de fer pour obtenir le soutien du monde juif, Binyamin Netanyahou s'est fait battre à plate couture par Yitzhak Herzog, et c'est là la conséquence, écrit le Haaretz, des atteintes portées par le Premier ministre au cours des dernières années au judaïsme américain non orthodoxe, en particulier après l'abandon du plan de création d'une esplanade pluraliste devant le Kotel Amaravi, le mur occidental. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve vers 8h30 avec notre invité, le premier invité, Emmanuel Attias. Nous allons parler avec lui des enjeux de ces élections en Turquie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.